Culture Nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Culture Nutrition. Tout d'abord, j'espère que le moral est au beau fixe à quelques jours du printemps et des journées qui se rallongent. Si ce n'est pas trop le cas, cet épisode devrait vous faire du bien. En effet, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Colin Jackin, qui est le cofondateur de la maison Wacols. Vous allez le voir, il est question de se reconnecter à des choses simples, ce qui fait toujours du bien. Il s'agit d'une belle entreprise française comme on aime les découvrir. Je vais laisser mon invité se présenter, vous allez tout de suite comprendre. Il y a de l'idée, de l'audace et de la passion. Bonjour Collins, merci de ta présence aujourd'hui sur le podcast. Est-ce que tu vas bien ? Je vais très bien, merci Grégory. Déjà, merci pour cette belle présentation. Bon, avec grand plaisir, hein. Je suis ravi de te parler sur ce podcast. La dernière fois qu'on s'est croisés, je pense que c'était dans les allées du Cial, dans le Corner Startup où je crois que tu exposais avec ton équipe. Exactement, c'était un des premiers salons qu'on faisait en tant qu'exposant pour pouvoir montrer les nouveaux produits qu'on avait fait, notamment pour une clientèle consommateurs finaux, donc de nos farines. Bon, mais écoute, ce que je te propose, c'est que pour commencer cet entretien, avant que tu nous présentes ce qu'est Maison Wacols, j'aimerais bien que l'on revienne sur ton parcours et que tu nous en dises un peu plus sur d'où tu viens, qui tu es, et notamment moi, ce qui m'a interpellé, ce qui a attisé ma curiosité, c'est de comprendre comment, lorsqu'on a fait un bachelor en électronique, en mécanique et en électricité dans une école d'ingénieurs, plutôt orientée sur ces sujets d'informatique, d'industrie, de BTP, comment on en arrive à créer une entreprise qui se positionne dans le food et la nutrition? Alors c'est plutôt simple et tu vas voir que c'est assez logique. Moi, dans ma famille, je suis issu d'une famille de torréfacteurs. On a une usine de torréfaction au Cameroun. De café, de cacao. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis une vingtaine d'années. Donc j'ai toujours été dans le milieu de la food et j'ai toujours eu un attrait pour ce secteur-là. Donc en commençant par ici. Plus tard, j'ai fait des études justement d'ingénieur avec une spécialisation en mesures physiques. Donc on touche à l'électronique, de la mécanique, toutes ces choses-là. Et puis après, je suis allé en école d'ingénieur généraliste et j'ai pu faire mon alternance dans les vins et spiritueux. Donc là, on recommence à, à aller vers des produits qui se goûtent avec des saveurs. Et j'étais notamment dans le cognac, dans la ville de Cognac, justement, Ah oui, tu as où travaillé dans le groupe, pour la marque Martell, hein, je crois avoir vu dans c'est ça, ton c'est la CV. marque, c'est ça, c'est Martell, une des filiales de Pernod Ricard. Et donc j'ai pu travailler avec eux, justement, et j'étais dans la branche performance industrielle, donc vraiment en plein dans l'usine d'embouteillage, au contact des produits. En parallèle de ça, donc j'étais en alternance en école d'ingénieur, et j'avais cet attrait pour l'entrepreneuriat. Donc avec mon associé Vincent, on a voulu mettre un pied dans ce domaine, et là est revenu quand même l'attrait pour la food. Le premier produit qu'on a sorti, c'était de mettre au goût du jour la nutrition avec un produit qui était novateur à ce moment-là, peu connu. On a choisi le chanvre. Donc on a développé un site de e-commerce où on a pu proposer de la farine de chanvre, des graines et de l'huile qu'on a fait découvrir au grand public pour qu'ils puissent faire des préparations à la maison. Au fur et à mesure, on a fait d'autres tests sur des cibles différentes, notamment les artisans boulangers. Et de fil en aiguille, c'est comme ça qu'on a travaillé avec eux et qu'on a pu développer l'entreprise Maison Wacols. D'accord. Alors pour, revenir un peu sur les détails et la genèse de la création, la société c'était Hello Chanvre, hein, c'est ça l'activité autour du chanvre? Exactement, c'était la Hello Heu, Chambre. Ça tu l'as créé avec ton associé, tu étais encore étudiant ou On encore en était stage, en étudiants. C'était alternance? une OK, entreprise pendant qu'on était dans nos études d'ingénieur et en d'accord. alternance. Et ça c'est une activité qui perdure toujours, où les produits ont été, intégrés dans la nouvelle gamme? Comment ça se passe? Voilà, les produits, l'entreprise n'existe plus, on l'a fermée. Et les produits qu'on avait dedans, les accords qu'on avait avec nos fournisseurs, on les a fait perdurer dans Maison Wacols. Donc c'était exclusivement sur du chanvre. On utilisait de la farine et des graines de chanvre. Et ces ingrédients-là, on les utilise toujours dans les produits qu'on a aujourd'hui, notamment dans un qui s'appelle l'assemblage détente, qui est composé justement de farine et graines de chanvre. Donc c'est un peu euh,
l'assemblage pionnier de notre marque et qui est directement issu de Hello Chanvre. On va revenir sur le détail de la gamme Maison Wacols. Mais avant cela, j'aurais aimé savoir aussi, parce que je crois avoir vu que dans ton parcours et ce qui a pu te faire aussi t'intéresser au secteur de la nutrition, il y avait la connexion avec le sport. Mm. Qui forcément sensibilise sur les aspects alimentaires. Est-ce que c'est un domaine dans lequel tu aurais aimé entreprendre si tu n'avais pas créé quelque chose dans le secteur alimentaire, ou c'était juste un loisir? Le sport, pour moi, c'était plutôt un loisir. Je pense pas que j'aurais entrepris dedans, mais plutôt, si j'avais pu, j'aurais pu faire carrière dans le sport, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Justement, avec Vincent, quand on était à l'école, nous, on faisait beaucoup de courses. Je pratiquais des sports de combat, du jiu-jitsu, du judo, du MMA. Lui, il était plutôt tourné vers le foot. Donc, on a toujours fait attention à ce qu'on mangeait, aux aliments qu'on allait consommer, leur provenance, les bienfaits que ça pouvait avoir sur nous, euh, souvent dans un but d'augmenter les performances au niveau sportif. Très bien. Donc un premier intérêt très fort pour, l'impact de l'alimentation sur les performances. Oui. Alors, venons maintenant à la création de Maison Wacols. Alors déjà, pour la petite histoire, moi j'aime bien, connaître la genèse des marques. Alors je crois avoir la solution, mais, Mhm. d'où vient le mot Wacols? On a fait, avec Vincent, on a fait beaucoup de tests pour trouver une marque qui nous corresponde. On allait chercher vraiment, vraiment partout. Et finalement, la réponse, elle était devant nous parce que Maison Wacols, c'est la fusion du, du nom de Vincent, donc qui est Watté, et de moi, Collins, pour le Cols, la simplification. Donc on a mélangé nos deux noms ensemble pour créer la marque, Tout simplement. tout simplement. Mmh. Et après vous avez pas post-rationalisé en racontant une histoire sur, Wacols, c'est le W de je ne sais pas quoi? Non? Non, c'était vraiment simple, c'était l'histoire justement qu'on souhaitait raconter par rapport aux expériences qu'on a eues sur la food, sur le sport, aux besoins qu'on a identifiés sur la nutrition et auxquels on souhaitait répondre avec notre marque. Très bien. Donc, on va parler chez Maison Wacols d'alimentation, de pain. Donc le positionnement, c'est véritablement de révolutionner les codes de la boulangerie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu proposes, ce que vous proposez dans votre gamme et pourquoi avoir choisi ce créneau du pain spécifiquement? Alors chez Maison Wacols, on développe des délicieuses farines qui sont ultra nutritives. Elles sont faites à base de légumes, plantes, légumineuses et super aliments, donc qui vont être utilisés dans la confection de produits du quotidien comme le pain et des viennoiseries, qui vont permettre de les enrichir et donc de compléter une cure de compléments alimentaires et répondre surtout à nos besoins alimentaires journaliers. Tout ceci, on va utiliser que des ingrédients qui sont bruts, biologiques et sans l'ajout d'aucun additif. On a vraiment au cœur de la marque un principe d'innovation, de faire découvrir des ingrédients qui sont novateurs. Donc on va par exemple utiliser de l'hibiscus, de la betterave, qui vont donner une couleur rosée au pain, apporter un côté fruité, acidulé. Et dans cet assemblage, on va aussi mettre de la farine de lentilles, de la farine de pois chiches, qui vont permettre de baisser l'indice glycémique du pain, et donc d'avoir quelque chose d'assez novateur pour le consommateur, tant en termes de nutrition qu'en termes de saveur. Et on a décliné ça sous plusieurs produits. On va permettre d'enrichir justement ces produits quotidiens, le pain, les viennoiseries, en fibres, en protéines, ajouter des minéraux comme le fer, le magnésium, toujours de façon naturelle et avec un sourcing au maximum français et une traçabilité qui est assez simple à suivre. Et alors c'est une très bonne idée cette idée de la légumineuse, mais c'est vrai que c'est très original d'avoir ce type de farine dans un produit à base de pain. Ça vous est venu d'où l'idée de rajouter des lentilles, des pois chiches comme ça dans du pain? Directement de Hello Chanvre, quand justement on était à l'école, on avait ce site de e-commerce, on proposait ces différents ingrédients. On a eu de l'attrait de plusieurs milieux, donc des salles de sport où on avait testé, proposé des produits, aussi pour tout ce qui était la cosmétique, parce que l'huile, ça pouvait s'utiliser en cosmétique, pour les cheveux, pour la peau. On a fait des tests aussi en boulangerie, pour directement proposer un produit fini avec le pain.
Et au fur et à mesure, on a développé des recettes avec les boulangers qui étaient autour justement de notre école. On a fait, tout a commencé avec un événement qu'on a fait dans la boulangerie où on a invité une dizaine de personnes à venir déguster les pains et d'autres personnes qui venaient naturellement dans la boulangerie, à qui on a proposé ces pains-là avec les vertus justement sur l'enrichissement en fibres, la baisse du sucre et l'enrichissement en protéines. On a pu échanger avec les consommateurs. Il y a une chose qui est venue, c'était que certains ne consommaient plus de pain parce qu'ils le trouvaient trop sucré, d'autres parce qu'ils n'arrivaient pas à le digérer. Et du côté des boulangers, c'était plutôt que eux, ils avaient un manque de la part de leurs fournisseurs en termes d'innovation pour travailler des produits qui changent du quotidien. Donc à ce moment-là, on a voulu répondre à ces deux besoins qui faisaient sens pour nous, notamment sur la nutrition, et après apporter de la créativité pour les boulangers. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à développer différents assemblages avec des vertus différentes en termes de nutrition et aussi en même temps quelque chose qui va différencier en termes de saveur et de couleur. En termes de nutrition, ce sont quoi les promesses sur lesquelles vous êtes positionné avec la gamme? Alors nous, on a un produit qu'on appelle l'assemblage tonique qui permet d'enrichir en protéines et qui permet aussi d'avoir une allégation riche en fer en l'incorporant à hauteur de 20% dans un mélange de 80% de farine de blé. On peut baisser l'indice glycémique avec l'assemblage léger, avec justement l'utilisation de légumineuses, ou avec l'assemblage soutien qui est à base d'épinards, de menthe, ça va donner un pain qui est vert. On peut enrichir en fibres et avoir un produit qui est riche en fibres. On a aussi un assemblage banacao à base de bananes. Dedans, il y a un peu de cannelle, il y a du cacao. Sur ce côté-là, on va pouvoir enrichir en magnésium les produits. Donc, notamment, globalement, on enrichit sur des minéraux, magnésium, zinc, fer, et sur des macronutriments qui vont être plutôt les fibres, la protéine et baisser l'indice glycémique des produits. Tu m'as l'air hyper calé en nutrition, alors que c'est pas forcément ton background d'origine. Comment tu t'es formé sur le sujet? Est-ce que vous êtes entouré de nutritionnistes, de médecins, de comment ça se passe? Alors dès le début, j'ai commencé à me former en lisant des articles, en regardant justement la bibliographie des ingrédients qu'on allait utiliser pour les formuler. Toutes ces formulations-là, je les ai faites seul au début. Puis une fois que j'avais la base et que j'avais commencé à comprendre un peu comment ça fonctionnait, on s'est entouré d'un nutritionniste au tout début de l'entreprise pour valider les formulations, les allégations, avec qui on a travaillé ensemble. Et maintenant, à chaque pas qu'on fait dans l'entreprise, on va s'entourer de différents experts pour la, euh, pour la communication. D'ailleurs, on avait travaillé avec Nutrikeo sur un moment pour la communication sur les quatre produits qu'on avait initialement. On a travaillé avec d'autres labos pour tout ce qui était parce qu'on est sur la panification, donc c'est aussi quelque chose qu'on ne connaissait pas. On a travaillé avec d'autres labos, avec des boulangers pour améliorer la planification, fluidifier la lecture des recettes et les adapter au travail des boulangers. Donc il y a ces points-là sur lesquels on a travaillé. Et maintenant dans l'équipe, on a aussi des ingénieurs agronomes en biologie industrielle avec qui on travaille de concert pour développer les nouveaux produits. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à développer cette expertise sur la nutrition. Ouais, bah, bravo. Et alors c justement le milieu de la boulangerie artisanale, c'est un milieu qui est assez traditionnel. Comment, vous avez réussi à embarquer les boulangers dans cette aventure, dans ces produits qui sont innovants à la fois dans leur contenu, dans leur présentation, le côté coloré et cetera, le côté technique avec les allégations santé, ou les allégations nutritionnelles? Voilà, c'est quoi l'histoire et qu'est-ce qui a réussi à convaincre les boulangers de travailler avec vous? Il faut savoir que les boulangers, heu, la plupart, c'est donc des artisans qui souhaitent proposer le meilleur à leurs clients et surtout au quotidien s'amuser. Ils sont tous les jours dans leur fournil et ils aiment bien découvrir des choses, des ingrédients innovants, avoir le retour de leurs consommateurs. Donc nous, dès le début, on souhaitait aussi se tester, voir comment le produit pouvait fonctionner dans la boulangerie. Donc on est simplement allé voir des boulangers qui étaient proches de chez nous. On leur a proposé les farines. On a travaillé avec eux. On leur a dit que voilà, on souhaitait communiquer sur l'enrichissement en protéines, si ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour eux. Utiliser des légumineuses assez innovantes comme et des légumes
comme le potiron, le curcuma, la tomate, les insérer dedans, insérer des lentilles, du pois chiche. Donc tout ça, c'était des choses qui leur parlaient. Euh, Ce qu'ils aimaient, c'était avoir des ingrédients qui soient locaux. Donc on s'est aussi amélioré sur le sourcing. Et c'est de cette façon qu'on a commencé à s'introduire auprès des boulangers, à aller en voir d'autres, leur proposer les premières formulations. Une fois qu'on a fait ce travail de premier test de produits avec eux et qu'on avait des formulations qui commençaient déjà à bien marcher, parce qu'après il y a quand même eu un gros travail pour vraiment les adapter à la boulangerie. Mais une fois qu'on a eu ces premières formulations, on a pu lancer une première production qu'on a distribuée donc à d'autres artisans boulangers proches de chez nous, un peu partout, et de nos régions où nous sommes, donc à Paris et à Bordeaux avec Vincent. Ah, parce qu'aujourd'hui, vous avez deux implantations géographiquement? Non, initialement, notre école était à Angoulême, donc on était proche du sud-ouest et de Bordeaux, d'où est originaire Vincent. Donc on avait des facilités pour se déplacer. Dans le début de l'entreprise, on faisait tout à pied. Donc on allait avec nos voitures chez les boulangers. Parfois, on partait en transport. Et c'était assez logique de le faire à Bordeaux et à Paris parce qu'on avait nos logements qui étaient proches. Toute la logistique était facile pour trouver, pour communiquer, pour engager les boulangers. Donc c'est comme ça qu'on a choisi nos deux zones de test pour proposer nos farines. Donc aujourd'hui, la gamme ou les produits, je ne sais pas si c'est des baguettes ou des pains, sont disponibles dans combien de boulangeries? Nous, aujourd'hui, on a distribué nos assemblages à environ plus de 400 boulangeries. Actuellement, à l'heure qu'il est, il doit y en avoir une centaine qui les proposent. Il y a différents modes d'utilisation pour les assemblages qu'on fait. Il y a les boulangeries qui vont les utiliser plutôt pour des moments ponctuels. Et nous aussi, on a des produits qui sont saisonniers. On a par exemple un assemblage qui s'appelle l'assemblage hivernal, qui est à base de figues, d'oranges, de noisettes, avec un mélange d'épices, cannelle, girofle, donc qui rappelle vraiment les saisons d'hiver. Et ça, les boulangers vont l'utiliser plutôt pendant les périodes des fêtes. Donc à ce moment-là, ils vont utiliser nos produits qu'une fois dans l'année. On a des assemblages qui vont s'utiliser plutôt pour les périodes de printemps, donc notamment le banacao qui est à base de cacao, banane, cannelle, avec un peu de caroube, qui va s'utiliser plutôt au printemps. On a des assemblages à base de tomates provençales. Donc il y a des saisonnalités en fonction des produits. Au global, ça fait 400 clients et plutôt une centaine de clients qui utilisent quotidiennement nos produits. Donc moi, si je vais chez un boulanger, là, ici à Bordeaux, qui vous a référencé, je peux acheter, une baguette de pain, et hiver, enfin, je sais pas comment il lui, le market auprès de ses consommateurs? Nous, on fournit toute la communication pour le boulanger. Après, le boulanger est libre d'utiliser notre communication ou pas, parce qu'aujourd'hui, les boulangers ont leur propre branding. Il y a vraiment eu des changements dans la façon de proposer ses produits dans une boulangerie. Chaque boulangerie a son identité, peut donner des noms à ses produits, avoir ses couleurs, son code couleur, ses plaquettes, des namings différents. Donc parfois notre image de marque ne va pas correspondre à la boulangerie, et à ce moment-là, il peut donner des noms différents aux produits. Et au-delà de la boulangerie, est-ce qu'il y a d'autres clients en B2B, avant qu'on aborde l'aspect B2C? En B2B, on peut utiliser les produits pour faire de la viennoiserie. Aujourd'hui, on est en test avec d'autres typologies de clients qui sont les traiteurs, les restaurateurs, qui peuvent les utiliser pour tout type de produits. On a fait des tests pour tout ce qui était dans des restaurants asiatiques. On a fait des tests sur des nouilles pour lesquelles on a eu des très bons rendus. On a fait des tests avec des raviolis. On est aussi en test avec des traiteurs pour qu'ils puissent faire des fonds de tarte. On a fait des pâtes, on a fait des mueslis. Donc, tous les produits qui sont à base de farine, on peut apporter justement cette innovation sur la couleur, le goût et la nutrition pour des boulangers, traiteurs, restaurateurs. Ouais, c'est hyper intéressant parce que, ça permet vraiment de diversifier vos débouchés possibles et c'est vrai que le côté, visuel et gustatif est certainement un plus pour ces cibles-là, qui recherchent de l'originalité, qui recherchent des choses qui ont de l'impact quand on regarde, dans son assiette donc ouais, c'est une bonne idée, hein. Exactement, et ça fait partie de notre force. On a mis du temps à appréhender ce cycle-là,
Mais maintenant, on a un cycle de développement qui est assez rapide, où on a notre calendrier de produits qu'on souhaite sortir. Tous les 3 à 4 mois, on peut proposer des nouveautés à nos clients pour qu'ils puissent changer et justement aussi avoir contrer un peu la saisonnalité qu'on a sur les produits. Donc proposer des produits de saison qui correspondent aux besoins des consommateurs, avec des légumes, des plantes qui rappellent la saison sur laquelle on est et qui leur permettent justement de se diversifier tout au cours de l'année en respectant aussi, en s'adaptant à leur calendrier. Alors parlons justement de la partie R&D, nouveaux produits, innovation. C'est quoi le pipeline là des prochains mois ou, sur les prochaines années peut-être? Sur quels, bénéfices santé vous allez aller? Quelles sont les nouvelles formes qui sont en cours de développement? Alors, pour la partie boulangerie, restaurateur, traiteur, on va vraiment accentuer l'innovation sur la différenciation et l'innovation sur les produits. Donc, aller chercher des ingrédients qui sont assez locaux, mais qui ne sont pas utilisés de façon générale dans le pain, dans la viennoiserie, pour apporter vraiment quelque chose de novateur. Les allégations, elles vont rester sensiblement les mêmes, car ça reste un métier de bouche et on ne peut pas communiquer comme si on était en pharmacie sur les produits. Les personnes, quand ils viennent en boulangerie ou quand ils viennent au restaurant, c'est surtout pour se faire plaisir. Donc, on accentue vraiment sur cette dimension plaisir, mais toujours avec une dimension où nous sommes sûrs de procurer des bons apports au consommateur final. Donc, des produits qui sont pauvres en sucre, qui contiennent assez de fibres pour la journée, qui permettent d'avoir sa dose de protéines et les minéraux essentiels. Voilà comment on va communiquer sur la boulangerie. Par rapport après à d'autres produits, on souhaite aller plus loin sur l'aspect nutritionnel et vraiment permettre de remplacer une cure de compléments alimentaires. Cette fois-ci, ça on le souhaite le faire avec un produit fini qui sera directement disponible pour les consommateurs. Donc ça pourrait être sur le site internet, dans les grandes surfaces. Et là, le but, c'est de renouer avec son alimentation, mais de façon simple. En utilisant du pain comme un complément alimentaire, c'est beaucoup plus facile pour un consommateur parce qu'il est déjà habitué à consommer du pain de façon journalière. Ça peut être au petit déjeuner, ça peut être le soir, ça peut être à midi. Tandis que quand on va aller vers les compléments alimentaires, c'est important, mais c'est une nouvelle habitude qu'il faut adapter et c'est des gélules qu'on va prendre quotidiennement. Donc il n'y a pas tout le monde qui souhaite prendre des comprimés, ça rappelle un peu les médicaments. Et c'est pour ça qu'on souhaite proposer cette innovation sous cette forme-là. L'autre avantage, ça va être la traçabilité des produits, parce que les allégations seront apportées directement par les ingrédients. Donc, si on doit apporter du fer, ça peut être avec justement des concentrés de riz, d'épinards, des ingrédients qui sont naturels, et on sait directement d'où provient le fer qui sera dans le pain, d'où provient le magnésium, d'où proviennent les minéraux, d'où proviennent les vitamines. Donc le consommateur, il a une traçabilité directe sur son produit. Et après, ce qui est intéressant, c'est toujours d'apporter cette innovation sur un produit qui n'a pas beaucoup bougé en France et en Europe, donc le pain, et là vraiment de commencer à challenger avec des saveurs qui sont nouvelles, jouer aussi sur les couleurs, mais avec une proposition de valeur qui est beaucoup plus forte en termes de nutrition. Mmh. Et ça, c'est assez important parce que aujourd'hui, on a une personne sur deux qui souffre de carences. Elles peuvent être diverses. Ça peut être sur le fer, ça peut être en vitamine D, en zinc. Donc, on peut avoir des carences qui sont légères sur différents minéraux, vitamines. Et les symptômes, ils sont assez variés aussi. Euh, Ils peuvent être légers, mais en adaptant son alimentation, on peut y pallier. Ça peut aller de l'anxiété, de l'insomnie, de la peau sèche, fatigue, chute de cheveux. Et donc nous, on souhaite insérer notre solution pour que ça soit facile le, pour l'utilisateur d'avoir justement ses besoins qui soient comblés de façon journalière. Et alors cette offre, de pain pour le grand public, ça correspond, à l'offre, enfin la nouvelle gamme que vous avez lancée justement en fin d'année 2022 à l'occasion du Cial? C'est des mix, ciblés sur les consommateurs ou c'est encore une autre gamme? Ça, c'est encore une autre gamme. Les, OK. euh, les mix ciblés sur les consommateurs, c'est des préparations pour faire le pain à la maison. Donc c'est vraiment la déclinaison des produits qu'on propose en boulangerie, mais pour les faire à la maison. Donc nous, en boulangerie, ce qu'on a constaté avec les boulangers, c'est que des personnes appréciaient beaucoup acheter les pains dans la boulangerie, mais souhaitaient aussi les faire
les faire à la maison. Donc on a simplement fait des préparations toutes simples avec la levure, la farine qui est déjà contenue dans le sachet. Et c'est des doses qu'on va mettre dans un saladier, ajouter une dose d'eau par rapport à la dose de farine, un peu de sel, et on peut faire son pain à la maison, comme le boulanger. Donc Et cette la gamme, gamme-là, elle existe déjà, elle est en vente sur votre site internet, hein, c'est ça? voilà, cette gamme de farine est disponible sur le site internet. Mmh. Et l'autre gamme qu'on va développer avec les pains finis, avec plutôt un focus sur les allégations santé, ça sortira un peu plus tard, courant 2023. Très bien. Sur un circuit de distribution qui sera aussi internet ou il y aura aussi du retail traditionnel? On aura de l'internet dans un premier temps et du retail, ça a développé. Comme aujourd'hui, on n'a jamais travaillé avec euh, des enseignes retail, on peut pas s'avancer dessus, mais on souhaite aller sur du retail. Mais on Mmh. n'a jamais travaillé avec eux. Donc ce sera quelque chose à construire quoi, au fur et à mesure. Et ce sera même concept, un mix de farine pour cuisiner un pain à la maison ou ce sera déjà un pain tout fait? Là, ce sera déjà un pain tout fait. Ah d'accord. Donc ce sera des pains ou peut-être des petits gâteaux ou des madeleines ou je ne sais quelle forme? Exactement. Donc on pourra directement proposer un produit fini au consommateur. Donc c'est quelque chose c'est pour simplifier aussi l'utilisation euh, on a vraiment souhaité se caler au mode de consommation qui était déjà existant. Donc une personne qui va prendre du pain à la maison, si c'est du pain qu'on achète en grande surface, ça va être des tranches. Donc nous on proposera à chaque fois des modèles identiques à ceux qui sont déjà présents pour rentrer dans des modes de consommation qui sont similaires et faciliter justement la prise de ces suppléments. Oui, c'est très malin parce qu'effectivement, le pain, c'est l'aliment qu'on consomme le plus, quotidiennement en France, en tout cas, et puis dans plein d'autres pays et ça correspond tout à fait à cette tendance, que nous on appelle la foodification des compléments alimentaires. C'est-à-dire que le consommateur, il recherche une promesse santé, mais de plus en plus, il se tourne vers des formes qui sont plus alimentaires, Mm. et le pain peut être tout à fait une matrice pour héberger ces ingrédients ou ces nutriments à valeur ajoutée santé, bien sûr. Tout à fait, c'est vraiment la proposition de valeur sur laquelle on souhaite aller. Et tout ceci, c'est complémentaire. Donc, on a des consommateurs qui peuvent aller en boulangerie chercher le pain, qui peuvent aller le chercher dans des enseignes retail, du bio, des grandes surfaces spécialisées. Et voilà, on souhaite te proposer ces solutions dans les différents canaux dans lesquels les personnes peuvent les retrouver. Ce sera la marque, Maison Wacols également ou c'est une marque, dédiée? On n'a pas encore défini. Alors aujourd'hui, on est plutôt en train de travailler sur la R&D des produits et la partie industrielle. Donc on n'a pas encore défini tout le branding qu'on mettra autour du produit. Au niveau de l'équipe aujourd'hui, à part vous 2 en tant qu'associés, comment est composée l'équipe en termes de fonctions et de profil? Alors l'équipe, elle est vraiment scindée en deux. On a la partie R&D et la partie commerciale. Je crois qu'en termes de nombre, on est équivalent. On a trois personnes, trois ingénieurs en R&D et trois commerciaux plus deux commerciaux plus deux personnes en marketing. Donc la partie R&D euh, de s'occupe de l'amélioration des produits existants, le développement de nouveaux produits et le développement aussi de cette nouvelle gamme de pain fini sur lequel on est en train de travailler. Donc c'est divisé en trois pôles. Et sur la partie commerciale, donc on est 100%, quasiment 100% concentré sur les artisans boulangers avec qui on travaille. Une partie maintenant aussi sur les traiteurs et sur le développement de notre gamme en B2C. Au niveau, du développement, enfin, à la fois de la création de l'entreprise et puis du développement, vous êtes financé de quelle façon? J'ai vu que vous aviez levé des fonds l'année dernière. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors la façon dont on s'est financé, on a commencé par une campagne de crowdfunding au tout début de l'entreprise. Sur quelle Donc plateforme? on a fait ça sur KissKissBankBank. Donc c'était Friends and Family. Au total, on a eu un peu plus de 11 000 euros. Puis après, on a apporté un peu de fonds propres de notre côté. Donc c'est ça qui nous a permis de commencer.
de tester le marché, de faire nos premières ventes avec les boulangers, lancer la première production. Ensuite, on s'est financé avec un accompagnement avec la BPI. Et par la suite, on a fait une levée de fonds en seed auprès de Business Angel, qui était principalement dans la food et le retail. Donc nous, on souhaitait pas simplement avoir de l'argent pour se développer, mais surtout avoir du conseil. Le nom qu'on donne à ça, c'est de la smart money. Donc toutes les personnes qu'on a choisies euh, étaient dans l'univers de la panification, de la boule pâte pour ceux qui connaissent. La Euh, boulangerie-pâtisserie. Boulangerie-pâtisserie, oui. Euh, donc qui était de cet univers-là, du retail, euh, du marketing de start-up, parce qu'on a une communication qui est un peu différente des entreprises qui sont sur le même secteur que nous. Euh, on a plus une communication qui va être assez jeune, euh, avec des thématiques et qui sont différentes. Donc on a des BA, des business angels qui ont déjà travaillé en startup sur le marketing et des BA qui sont sur la partie aussi industrielle. Donc quand on a besoin, on sait qu'on peut se retourner vers eux Mm. pour avoir des conseils sur ces différents secteurs. Parmi les business angels qui ont investi chez vous, il y a des têtes d'affiche, des gens qui sont connus ou pas? Alors, peut-être que tu connais, il y a les fondateurs de la marque de bière Gallia. D'accord? Donc eux, ils Il y a une sont microbrasserie, hein, je crois. une microbrasserie parisienne. Mm. Donc eux, ils sont avec nous. Bon, ils ont fait les investir parce qu'on se ressemblait beaucoup. Donc eux, ça fait 15 ans, 15, 13 ans, une quinzaine d'années qu'ils avaient lancé Gallia. Donc pareil aussi en sortant d'école. Donc quand on s'est rencontrés, on avait vraiment euh, une histoire similaire. Et je pense qu'ils se sont un peu vus en nous, en sortant d'école, en lançant notre projet, en le faisant avancer dans de la food, avec des projets d'aller sur du retail. Donc c'est comme ça que ça a bien matché avec nous. Sinon après on n'a pas de tête d'affiche, plutôt des personnes qui ont bossé dans des grands groupes de la boule pâte, qui ont aussi lancé leurs entreprises, qui ont travaillé avec des grosses chaînes comme McDo, mais pas d'autres entrepreneurs avec des marques connues du grand public, on va dire. Est-ce que tu as quelques métriques à nous donner sur l'entreprise à date? Alors, je sais pas si c'est du chiffre d'affaires, du nombre de points de vente, du nombre de consommateurs, enfin voilà, c'est quoi un peu la dynamique sur laquelle vous êtes actuellement en termes de croissance et de business? Aujourd'hui, nous, on avait des bonnes performances de croissance. Donc, en... pour donner du contexte, un boulanger, quand on va le livrer, nous, on livre nos farines sous format de 5 kilos. Donc, c'est un sac de 5 kilos qui s'incorpore à 20% dans un mélange de farine de blé. Donc, 5 kilos, c'est comme si le boulanger avait 25 kilos de farine pour faire son pain. Et nous, on va leur livrer à chaque fois 4 à 5 sacs, 4 à 3 à 5 sacs, 3 à 4 sacs par livraison, donc ça lui permet de tenir 4 mois. Donc les boulangers, on va les livrer tous les 3 à 4 mois des produits. Chaque mois, nous, on a environ une trentaine de boulangeries qu'on va livrer, qui est en croissance. On a eu là depuis les événements avec l'Ukraine une petite stagnation parce que bon, on connaît le contexte actuel. Justement, il y a une flambée des prix de l'énergie chez les boulangers. Nous aussi, on a été impacté par cette augmentation des prix, déjà sur nos matières premières et aussi sur l'utilisation de nos farines par les boulangers. On essaye aussi de réduire justement leur utilisation de matières. C'est aussi triste parce qu'on a des boulangers avec qui on travaille qui ferment en raison de cette flambée des prix. Donc on va dire que là on est plutôt sur quelque chose une croissance plus légère par rapport à ce qu'on a pu vivre en 2022 sur ce début d'année 2023. Mais on évolue toujours tranquillement et on est plutôt dans l'attente que la situation s'améliore du point de vue des boulangers. C'est pour cette raison aussi que nous, on se diversifie, on a d'autres cibles avec lesquelles on va, donc des traiteurs, du B2C. Donc sur le B2C, on a lancé ça en fin 2022
et on vous les propose depuis janvier 2023. Donc on fait à peu près une trentaine de ventes par mois, et ça aussi c'est en croissance. Euh, et puis après le développement de produits pour la fin d'année 2023. C'est quoi l'ambition de croissance là pour l'année et les années qui suivent? L'ambition qu'on aimerait avoir à fin 2023, on aimerait pouvoir toucher 700 boulangeries en continu. Euh, et ensuite, après, pour tout ce qui va être retail, une fois que le projet sera lancé, ce serait d'être présent dans une grande ancienne, soit de distribution spécialisée, Type, soit de une chaîne de magasins bio par exemple? chaîne de magasins bio ou chaîne de magasins conventionnels du type Franprix, Monoprix, à voir en fonction de comment évolue la demande de notre lancement. Et ça serait d'être référencé dans ce type de magasin pour commencer à avoir une distribution dans un premier temps centrée sur l'Île-de-France et après étendre nationalement. Mmh. Et tu as déjà des premiers retours sur la perception du consommateur de tes produits, que ce soit dans le circuit boulangerie ou que ce soit sur les produits B2C sur ton site? Est-ce qu'ils comprennent le concept? C'est quoi leur feedback sur, les ingrédients que vous utilisez, les farines à base de légumes de pente? Enfin voilà, tout ça est assez nouveau, c'est des nouveaux gestes de consommation. Donc comment c'est abordé par le conso? Alors au niveau des consommateurs en boulangerie, c'est assez bien abordé. On a par contre des choses on voit qu'il y a des différences aussi de préférence en fonction des régions, en fonction du type de boulangerie. On a des produits qu'on va distribuer aux boulangers. Quand on commence à leur proposer les produits, on leur envoie toute la gamme. Donc ils peuvent vraiment tester chacun des assemblages, et en fonction des retours de leurs consommateurs, ils vont choisir un ou deux assemblages à proposer régulièrement donc dans leur boulangerie. On se rend compte que chez certains, c'est plutôt des assemblages à base de betteraves, d'hibiscus qui vont plaire. Chez d'autres, ça va être celui au chanvre. Donc il y a des différences entre la typologie de boulangerie, si elle est plus située en ville, si elle est située dans des milieux ruraux, ils vont plus préférer quelque chose qui se rapproche des pains qu'ils ont l'habitude de consommer, donc plutôt un pain au chanvre. Il y a d'autres endroits où c'est plus très urbain, centre-ville, où ils vont aimer justement la différenciation. Euh, les boulangers vont aussi communiquer différemment sur les produits. Certains vont plus communiquer sur les ingrédients et d'autres vont beaucoup plus communiquer sur les apports nutritionnels. Donc ça aussi, on peut le voir entre le milieu urbain, rural, les différences de communication, soit sur les valeurs nutritionnelles, soit sur les ingrédients. Au niveau des consommateurs, c'est assez apprécié. En termes de consommation, ils vont plutôt le prendre le week-end pour changer. Ils restent attachés à leur baguette, qu'ils vont consommer de façon journalière, l'acheter le matin ou l'acheter le soir. Mais ils aiment aussi changer. Et ça, c'est plutôt le week-end où ils vont apprécier, utiliser un produit qui est novateur, ou parfois pour se faire un petit plaisir en semaine, ils vont acheter une baguette à base de légumineuses pour l'insérer donc dans leur quotidien. Alors tu le sais Colline, ce podcast, il est autour de la nutrition, mais il est aussi autour de l'entrepreneuriat. Donc j'aimerais bien qu'on passe un peu de temps sur ta vie d'entrepreneur. Donc déjà un premier point qui m'intéresse de creuser, c'est au niveau de la genèse et de la création de l'entreprise. Vous êtes 2 associés, donc tu nous as expliqué que vous étiez rencontrés avec ton associé Vincent, dans une école d'ingénieurs à Angoulême, hein, si je suis très précis. Exactement. Voilà, donc à quel moment vous avez décidé de lancer, bah, votre premier projet, puis le deuxième? Est-ce que vous étiez déjà amis? Enfin voilà, ça a été quoi le déclic pour se dire: «On va entreprendre tous les 2»? Alors, déjà, pour ma part, je pense que j'ai toujours, toujours voulu entreprendre. Dès que je suis arrivé en école d'ingénieur, dès la première année, j'avais cet objectif qu'il fallait que je teste quelque chose, peu importe ce que c'était, il fallait que je teste de l'entrepreneuriat. Et alors Donc j'avais pourquoi? Pourquoi avoir voulu entreprendre aussi jeune? C'était ton terreau familial d'entrepreneur dans le secteur de la torréfaction? C'est quoi qui t'a boosté à ce moment-là?
J'aurais du mal à expliquer la genèse, mais j'avais cette envie de tester, de voir si c'était ça qui me plaisait. Il fallait que j'essaye. Il fallait que j'essaye pour voir si c'était quelque chose qui me plaisait, si c'était vraiment quelque chose qui m'animait. C'est un peu comme quand on a envie, je pourrais rapprocher ça au sport, quand on a envie de tester un sport, on s'inscrit, on essaye, on se challenge avec les collègues, on regarde des choses un peu sur Internet, les nouvelles choses qu'on peut tester dans ce sport-là. Et pour moi, c'était ça, l'entrepreneuriat. Il fallait que j'essaye, que je vois comment ça fonctionne. Et c'est aussi diversifié que plusieurs sports qu'on va essayer, auxquels on va s'exercer. Il y a différents types d'entrepreneuriat. Donc nous, on a fait du e-commerce, on a essayé de faire des applications, on voulait faire de l'immobilier pour ma part. Donc je voulais tester un peu tout, voir ce qui me plaisait. Donc mon plan quand j'ai commencé l'école, c'était de voir si je pouvais faire de l'immobilier, mais à toute petite échelle. Donc acheter un petit parking juste pour me dire voilà comment ça se passe d'acheter un parking au lieu d'acheter une grande maison directement, voir comment ça fonctionne. En parallèle de ça, je me suis dit bah, je pourrais le documenter sur un blog pour tester aussi la partie Influence. blogging en ligne, voir ce que ça donnait. Donc j'avais commencé à documenter mon parcours de l'achat de ce parking, comment aller à la banque, demander un prêt avec un prêt étudiant vu que c'était pas trop cher. Je crois que dans Bordeaux c'était 5 à 10 000 euros une place, donc j'avais commencé à documenter tout ça. En documentant, bah, j'ai fait la rencontre de Vincent et un autre ami à l'école avec qui était intéressé par ça et qui m'ont dit bah nous aussi on a envie d'entreprendre, il faudrait qu'on fasse quelque chose ensemble. Donc là on s'est posé tous les trois, on a commencé à chercher une idée sur laquelle on pourrait travailler. C'est passé par l'application, puis finalement, on est arrivé à la création d'un produit physique, alimentaire, dans la food, donc qui était l'eau chanvre. Et c'est comme ça euh, que après j'ai switché sur le e-commerce avec Hello Chanvre. Et donc Vincent, on s'est vraiment rencontré au moment où j'étais dans toute cette réflexion, cette recherche entrepreneuriale pour trouver quelque chose sur lequel je pouvais travailler, creuser, apprendre surtout à me connaître dans cet exercice. Et lui aussi, il souhaitait pour sa part découvrir l'entrepreneuriat. Mais comme moi, il n'avait pas encore l'idée, il savait pas encore pour quel attrait, sur quel type d'entrepreneur il était, et donc il fallait tester. Et disons qu'on a choisi de tout essayer, de découvrir ce monde-là ensemble euh, au travers de produits dans la food. Et comment vous vous répartissez les missions entre vous deux en tant qu'associés? Alors moi, je suis sur la partie recherche, donc j'ai toujours aimé créer, faire des recherches, tester, goûter. Donc, quand on a commencé à développer les produits, je lui ai dit, je vais faire cette partie. Je vais chercher, je vais créer des choses intéressantes avec des allégations qui vont intéresser. J'aime la partie marketing aussi. Donc ça, c'est une partie par contre qu'on gère tous les deux. Et Vincent va plutôt être sur la partie vente. Lui, ses deux parents en plus sont dans la vente. Donc il a une certaine aisance pour maintenir la conversation, intéresser, il aime beaucoup échanger avec les personnes, le relationnel. Donc ça s'est vraiment fait naturellement. On était deux personnalités qui se complétaient bien pour les propositions de valeur de l'entreprise. Donc il est sur la partie euh, relation, échange avec les clients, avec tout ce qui va être presse parfois. Et moi, je suis sur la partie où je vais développer les produits, faire les recherches, analyser le marketing, le marché, et faire que la partie produit corresponde bien à un besoin. Mmh. Et c'est, compliqué de travailler avec un associé, a fortiori si vous êtes, éloignés géographiquement? C'est quoi votre mode d'organisation? Nous, on est tous les deux ensemble. Ah OK. Nos bureaux sont à Cergy, donc on est dans un incubateur qui s'appelle La Turbine, qui accueille une centaine d'entreprises aujourd'hui. On a nos bureaux ici et on a un labo qu'on a développé en interne pour faire tous nos tests et notre R&D donc directement à Cergy. Ah, vous avez vraiment votre propre paillasse pour faire de la formulation? Voilà, on a notre paillasse, nos petits fours qu'on utilise, tout l'ustensile pour faire
des pains à petite échelle et vraiment tester le goût, les valeurs nutritionnelles des produits donc directement en interne. On fait tout ça chez nous. Donc on est ensemble avec nos équipes, pas d'éloignement. Le fait d'avoir un associé, je trouve ça. Au début, je me disais que c'est peut-être mieux d'entreprendre seul, d'avoir son propre business, mais il n'y a rien de mieux qu'un associé pour comprendre ce qu'on vit, surtout que chaque entreprise est unique. Donc avec Vincent, on vit vraiment les mêmes choses et on se rend compte que même quand on va en parler à d'autres entrepreneurs, on a des similarités, mais c'est jamais exactement la même chose. Et donc le fait d'avoir quelqu'un avec qui partager ça, je trouve que c'est essentiel et c'est plus intéressant, diversifiant et c'est ce qui permet de faire aussi de prendre plaisir de prendre plaisir quotidiennement dans l'entrepreneuriat. Alors tu parles de ce que tu vis, au quotidien. Alors c'est quoi exactement justement ce que c'est la vie d'entrepreneur? À la fois dans les côtés, les bons côtés et puis les côtés moins cool? Alors les côtés moins cool, c'est que plus ça avance et moins on fait ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire? On- Alors bah, au début, quand on n'était que deux, bah, moi, comme je disais, j'aime beaucoup développer, créer les produits, tester, goûter, aller chercher des nouveaux fournisseurs. On avait le temps d'aller en voiture, d'aller chez les fournisseurs directement, de discuter avec eux, d'échanger. Maintenant, c'est plus des tâches qu'on va déléguer parce que quand on recrute, il faut préparer les, les plannings des équipes, les tâches, les vérifier. On va chercher un peu d'argent, donc il faut aller chercher des investisseurs, lever des fonds, analyser la finance. Nos produits sont bio, donc il faut préparer des audits. Faut vérifier les appros, faut checker les prix. Donc ça commence il y a une grosse dimension administrative qui s'insère dans le quotidien. Et plus on avance, qui va prendre de plus en plus de place. Il y a les salaires à payer, euh, les optimisations à faire sur plein de sujets. Et tout ça, c'est beaucoup de tâches administratives qui font qu'on est de moins en moins directement dans des tâches très précises. À un moment, c'était nous qui publions sur les réseaux sociaux, on pouvait communiquer directement avec chaque personne, appeler tous les clients, être vraiment, bon, on faisait tout, on était au four au moulin, C'est le cas de le dire. voilà, c'est ça, dans la boulangerie. Et, et ça, au fur et à mesure, ça change. Donc, je pense que ça, c'est le, le quotidien d'entrepreneur. On va dire que en journée, on va gérer tout ce qui est administratif, management, prévision, suivi. Et c'est le soir, quand il n'y a plus personne, quand tout le monde est parti, qu'on peut revenir dans les tâches qu'on aime faire, se replancher sur des formulations, se repencher sur des études de marché, sur des concepts, sur des innovations, euh, discuter avec d'autres clients. On a de la chance, les boulangers ils travaillent tard, donc et d'autres, beaucoup avec qui on travaille sont aussi des dirigeants, donc on peut discuter plutôt le soir. C'est le moment où tout s'apaise et où on peut reprendre, on va dire, nos activités. Qu'est-ce que tu as le plus appris depuis que tu es entrepreneur? Beaucoup de choses. Je le mettrai pas forcément en premier, mais quand tu me poses la question, il y a une chose qui me vient directement à l'esprit. Je pense que c'est le recrutement et le management d'équipe. Je Maintenant, avec le temps, je pense que j'ai acquis une compétence pour vraiment pouvoir sonder les personnes, voir s'ils peuvent s'intéresser à l'équipe, poser les bonnes questions, si le projet les intéresse. J'ai appris aussi à écouter, à voir des détails que je voyais pas forcément avant. Donc parfois il y a beaucoup de non-verbal, donc j'arrive à voir des choses non-verbales et à poser les questions au bon moment. Et à ce moment-là, on se rend compte que ah effectivement il y avait un souci sur ce point-là, que on a différents types de personnalités, euh, que les gens vont pas forcément dire ce qu'ils pensent tout de suite et qu'il faut réussir à voir ces petites micro-expressions, ces touches de non-verbal pour réussir à poser la bonne question au bon moment,
à sortir les informations et à proposer derrière des solutions à proposer des solutions aux équipes. Et dans ton expérience là aussi d'entrepreneur, c'est quoi ta plus mauvaise décision ou ta pire gamelle? Bonne question. La pire gamelle, euh, je pense que c'est... Hmm, hmm, hmm. Il faut... je pense que ça va être que quand on commence, l'entrepreneuriat, on, on est souvent... on a son idée, on veut la garder pour nous, on a un peu peur d'en parler, on a aussi un peu peur de tester. Et c'est de garder les choses pour soi et de se dire que, et de rester que sur un seul créneau, beaucoup trop longtemps, alors que l'important c'est justement de tester vite. Nous, pour donner l'exemple, on est resté longtemps sur un seul produit au départ, même si on était au contact des boulangers. Ça fait aussi partie des compétences, donc de poser des questions, de demander ce que le client apprécie. On était resté trop longtemps sur la même typologie de produits, sans penser à développer, sans penser euh, à mettre en avant des nouvelles thématiques sur les produits. Et on a dû attendre de voir cet essoufflement sur les ventes avant de se dire, ah tiens, il faut qu'on propose quotidiennement les nouvelles choses, il faut qu'on pose la question à nos clients, et nous, on restait vraiment dans, euh, dans notre entreprise, sans vraiment aller chercher ces informations, sans vraiment aller chercher à se challenger, à garder les choses pour nous, alors qu'il faut quotidiennement demander Mmh. des informations aux autres et pas hésiter à en parler aussi, des Donc là, problématiques qu'on peut avoir. si tu devais refaire les choses différemment, tu parlerais beaucoup plus de tes idées, de tes projets, de tes, nouveaux produits à sortir pour avoir du feedback du terrain et pour, confronter, très, très rapidement au marché toutes tes idées? Je parlerai plus Mmh. et surtout je sortirai les choses beaucoup plus vite, Oui. sans me dire que peut-être que ça ne plaira pas, peut-être que ça plaira. Mmh. Les sortir, que ça plaise pas, prendre les feedbacks des utilisateurs et directement changer par la suite. Mmh. Faire ah bah voilà, Des itérations. des itérations. Je pense que ça peut être une gamelle, c'est que nous, on a été tellement la tête dedans, en se disant ça va marcher, on n'a pas à avoir d'inquiétude, notre produit est top. On avait directement fait, dès qu'on a lancé l'entreprise, on a fait une production de 1 tonne de notre produit à base de chanvre, alors qu'on n'avait pas de clients. On s'est dit, Ouais, c'est notre ambitieux. produit est... Oui, on sait pas pourquoi on a fait ça, donc je pense que ça, je peux dire, c'est une des gamelles. On a directement fait 1 tonne de production, on s'est dit on va les vendre. Et donc après, on s'est rendu compte que bah, il fallait aller voir plein de personnes, ce que ça représentait 1 tonne, que justement, comme c'était un concentré qu'on faisait, que 5 kilos représentait 25. Donc 1 tonne, au final, pour un boulanger, ça représente 5 tonnes. Et c'est des choses qu'on n'avait pas estimées au début, alors qu'on aurait très bien pu le faire simplement acheter 100 kilos, le mélanger nous-mêmes chez nous, dans notre cuisine, les distribuer au fur et à mesure en sacs de 1 kilo pour commencer au boulanger. Et une fois qu'on a ces informations, qu'on voit comment le produit est fait sur le lieu de fabrication, qu'on a les retours consommateurs, ben, on peut faire un peu plus. Et c'est vraiment cette méthodologie du tâtonnement, du test and learn, d'itération, que je pense que j'aurais changé et sur lequel je serais allé que j'aurais implémenté plus rapidement et testé au quotidien. Tu aurais peut-être vendu, dans un premier temps, 100 kilogrammes ou fabriqué 100 kilogrammes, Oui, commencer à les vendre, avoir du feedback, en refabriquer 50 de plus et cetera. exactement. Quitte à perdre de l'argent au début, je pense que c'est la meilleure chose plutôt que Mmh. se dire on va faire des économies tout de suite. Autant être à des marges très très faibles au début et proposer des produits avec de la flexibilité, changer s'il faut, avant de commencer à faire gros. Et la tonne, elle a été vendue finalement ou pas? On a réussi à la vendre. Et là, on s'est Bah, rendu compte voilà. qu'il y avait vraiment des boulangers qui étaient super gentils. Ouais. Parce on leur a dit, on a 1 tonne sur les braises, on fait, ok, ok, ok. On va lancer le produit, on vous prend 4 sacs de 25 kilos, donc 100 kilos. Alors que maintenant, les boulangers, ils prennent plus ils prennent plus 100 kilos, ils prennent 15 à 20 kilos, comme je l'avais expliqué précédemment. Donc il y en avait qui étaient
super cool avec nous pour le début. Comme on partait les voir, ils nous prenaient 100 kilos et qui ont testé, avec qui on a pu faire des animations en boulangerie. Et c'est comme ça qu'on a réussi à les couler. Comme on dit, le stock fait vendre, donc ça a peut-être été un booster Ouais, pour ouais, ouais, vous ouais, inciter à vendre et exactement. pour vos acheteurs, vous inciter à les acheter. Et du coup, Oui. ça me fait rebondir sur, une devise que j'affectionne tout particulièrement, c'est, «Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait», donc ça, je pense que c'est un bon exemple. Est-ce que tu as d'autres exemples de choses, dont tu pensais que c'était impossible? Euh, que je pensais que c'était impossible, faut que je réfléchisse. Ou alors au contraire, parce que la devise, c'est vraiment ça, dont tu ne savais pas que c'était impossible, le côté, inconscient qui finalement, t'a fait réaliser l'impossible. Euh, je dirais que nous, la chose inconsciente qu'on a fait, c'est avec le recul qu'on s'en aperçoit, ou plutôt c'est tout. En fait, tout le monde nous avait prévenu que c'était inconscient de faire ça. Dès la première année, au bout de, on avait commencé à vendre pendant 4 mois. On commençait à avoir un peu de traction commerciale. Et on s'est dit, allez, on y va à fond. On recrute un commercial, on recrute un CDI. Et toutes les personnes qu'on avait rencontrées qui étaient dans l'entrepreneuriat nous avaient dit, faites pas ça, c'est dangereux de recruter alors que vous n'êtes pas encore stable. Et nous, on s'est dit, bah non, on a envie de prendre le pari et puis ça va fonctionner. Finalement, on l'a recruté. Les 2 premiers mois étaient difficiles parce qu'il fallait l'onboarder, qu'il commence à s'habituer au produit. Et puis après, ça a bien fonctionné. Donc, on a fait des bonnes ventes, on a commencé à avoir une bonne traction. C'était sur la première année. Et donc, pour notre première année, on avait fait quasiment 170 000 euros, 170 000 euros de chiffre d'affaires en prenant un commercial directement. Donc même nous, on pensait pas faire ça quand on écrivait les choses. Bon, maintenant, ça nous paraît moins grand, mais la première année, quand on sort de l'école, quand on n'a jamais été habitué à gagner de l'argent, à avoir une traction, ça nous paraissait gros, ça nous paraissait aussi mm, ambitieux de prendre quelqu'un, de se dire, bah, il y a 6 mois, on était en entreprise et on était en contrat CDD, et là, on prend quelqu'un qu'on recrute. Donc Donc ça, c'était assez vous avez pris un gros risque, mais parce que vous y croyez et le fait de prendre exactement. ce risque, a rendu votre, rêve impossible, possible. C'est ça. Mmh. C'est vrai que nous, sur le prévu, on n'avait pas du tout mis ces chiffres-là. On le voyait plutôt petit. On se disait, on va commencer doucement, et puis ça allait assez bien sur cette année. Ouais, très bien. Dans cette dernière partie, j'aimerais bien, que tu nous partages ta vision du secteur de l'alimentation au sens large. Savoir quelle est ta vision, par exemple, de la transition alimentaire? Comme, est-ce que tu considères que tu participes à ce mouvement-là? De quelle façon? Mm. Euh, Au niveau de la transition alimentaire, il y a des tendances qui sont très fortes et qui s'accentuent de jour en jour, et c'est vraiment palpable. Donc le retour au local, je pense que c'est vraiment, on le sent partout. Donc en France, notamment, là où on est, mais même au Cameroun, où je vais souvent, hmm, on a ce retour local, notamment qui a été appuyé par bah, les événements en Ukraine. On a eu des coupures sur certaines appros. On souhaite se protéger. Donc pour moi, la grosse tendance, c'est vraiment sur le local, sur l'utilisation de produits locaux. L'autre grosse tendance, ça va être sur le végétal, sur lequel on est aussi, pour substituer tout ce qui est origine animale et compléter justement les besoins nutritionnels sans avoir à utiliser l'agriculture, l'élevage animal. D'où Donc l'ajout des légumineuses et d'où l'existence d'une référence protéinée dans la gamme aujourd'hui, hein. exactement. Donc c'est pour cette raison qu'on a choisi de proposer ce type de produit, euh, car ça répond vraiment à un nouveau besoin pour les consommateurs. Je pense que l'autre tendance qu'on sent de plus en plus, ça va être la transparence. Même les grands groupes s'y mettent. Toutes les marques, petites marques comme nous qui se lancent,
doivent être transparentes, montrer d'où proviennent les produits, montrer que c'est sain pour les personnes qui vont les consommer. Et j'ai cœur à croire que c'est comme ça qu'on peut aussi faire bouger la façon dont vont communiquer les grands groupes, parce qu'ils vont se rabattre, les consommateurs se rabattent sur des petites marques en lesquelles ils ont confiance. Il y a eu beaucoup de scandales dans l'agroalimentaire avec des ingrédients qui peuvent être périmés, qu'on va utiliser, des ingrédients qui ne sont pas les bons qu'on va utiliser pour fabriquer des produits. Donc tout ça, c'est avec les petites mains des startups qui sont créées, avec la transparence sur laquelle on va aller, qui permet justement de faire changer ces mentalités, de faire changer les structures en interne dans les grands groupes. Très bien. Il y a d'autres tendances, que tu vois émerger, fortement et sur lesquelles vous vous positionnez avec la marque Maison Wacols? Alors, une tendance sur laquelle on va se positionner, non, mais je pense que tout ce qui est à base d'insectes, c'est quelque chose qui va beaucoup croître. Moi, je crois beaucoup à ça, à l'alimentation avec à base d'insectes pour les protéines, pour les fibres, pour les minéraux. On peut vraiment, c'est assez bluffant ce qu'on peut faire avec. On peut occulter aussi le goût des insectes et simplement les utiliser. euh, pour leurs propriétés, notamment vitamine D, vitamine D3. Euh, ça, Mmh. c'est vraiment intéressant. Donc, Et en je plus, pense que cette tendance ça va bouger. votre produit, en plus, se prête très bien à une incorporation de d'insectes sous forme de farine, pour le coup, dans votre mix. Mm. J'imagine On, il y a des produits qui doivent être, que vous avez déjà testé des formulations à base de farine d'insectes? on a testé les insectes entiers. Ah, entier carrément? On n'a pas encore testé sous forme de farine. Simplement parce que aujourd'hui, la réglementation ne permet pas de directement les proposer. Mais une fois que ça changera, moi je suis tout à fait enclin à tester des farines d'insectes. Alors, Ça rend, il y a quelques espèces d'insectes qui sont autorisées en ouais, alimentation humaine depuis, assez peu de temps, hein. ouais. J'ai testé justement une marque, je crois que c'était Jiminy's, ils faisaient des bars, des grillons, des 3-4 insectes qu'on avait testés Mmh, et qui était possible d'utiliser, oui. mmh, intéressant. Et je sais que la marque est aussi engagée sur la bio, c'est quoi le regard que tu portes sur, l'agriculture biologique et puis sur le marché du bio en général, qui est un petit peu en souffrance, sur l'année 2022? La raison, nous, pour laquelle on est sur le bio, c'est pour rassurer et garantir le bon apport de la nutrition, du goût sur les produits qu'on fait. Car si on parle de nutrition, mais qu'on retrouve des produits chimiques dans l'alimentation, euh, c'est deux propositions qui sont contraires et qui ne vont pas ensemble. Euh, Mmh. Donc c'est on pour être très sait cohérent dans l'approche et être, aligné à peu près sur toutes les valeurs. exactement, parce qu'on peut consommer je prends des compléments alimentaires, mais on n'a pas de traçabilité dessus, on ne sait pas d'où ça vient, comment ça a été produit. On sait qu'on aura peut-être notre vitamine C, notre vitamine D, ces minéraux, mais on se pose pas la question de savoir d'où ça vient dans ce médicament, comment c'était mis dans la gélule. Nous, le but, c'est de dire tout est naturel dans le produit. Les, on connaît la plupart des agriculteurs, des producteurs, et d'avoir cette proposition de valeur de quelque chose qui soit réellement sain, sans aucun additif, sans aucun pesticide dans le produit final. Par rapport au marché du bio, c'est vrai qu'il est en baisse aujourd'hui. Je pense que ceux qui le subissent vraiment, ce sont ceux qui sont euh, extrêmement bien implantés dans la bio et qui ont tout leur catalogue qui est basé sur du bio avec des croissances qui sont exclusivement dessus. On peut parler par exemple des magasins comme Biocoop qui ont déjà un réseau qui est extrêmement bien étendu. À l'inverse, nous, en tant que start-up, vu qu'on est dans une dynamique de croissance, on n'a pas encore touché tout notre secteur, toute la place de marché qu'on pouvait prendre. On a un recul, mais ce recul, il est temporisé, atténué par la croissance qu'on peut faire. Donc on va plutôt dire que notre croissance est ralentie, stagne parfois,
mais on n'a pas un recul comme certaines marques qui sont extrêmement bien implantées sur la bio. Très bien. Tu nous as montré que tu connaissais déjà pas mal de sujets sur la nutrition. Comment tu continues de te former, de te maintenir en veille sur la nutrition? En cherchant à chaque fois à proposer des choses de plus en plus poussées sur les produits. Donc là, on était sur des allégations nutritionnelles, on va aller sur des allégations santé. Donc c'est encore des nouveaux challenges. Et pour réussir à relever ces défis, on doit continuer à faire de la recherche. Donc ça va passer par de la veille bibliographique sur des ingrédients, sur des discussions avec des industriels, des discussions avec des ingrédientistes, des personnes qui peuvent nous accompagner sur ces sujets, des labos, des points en interne. Maintenant, on commence à avoir une équipe qui commence à bien se structurer en interne, donc on va échanger tous ensemble, faire de la veille sur les nouveautés des startups, les nouveautés sur les ingrédients qui peuvent sortir, les nouveautés qu'on peut utiliser dans nos produits. Et c'est comme ça que je continue à me former, en échangeant avec des professeurs. Je profite aussi d'avoir certains apprentis dans l'entreprise qui, eux, ont des professeurs à l'école. Donc après, on peut échanger avec eux, prendre aussi profiter de leurs connaissances. Donc c'est comme si parfois j'étais toujours à l'école. Et c'est comme ça que je me forme sur la nutrition. Et toi, à titre personnel, c'est quoi tes recommandations pour manger sainement au quotidien, pour, rester en bonne santé grâce à la nutrition? Euh, bon, je dirais le mieux c'est de consommer des ingrédients qui sont frais. Je pense que c'est le meilleur des conseils, de cuisiner chacun des ingrédients, euh, prendre des produits qui sont bio, parce qu'on peut prendre aussi des ingrédients qui sont frais, mais en fonction de comment ils ont été cultivés, sur le long terme, ça peut poser des problèmes sur la santé. Euh, Il y a, il y a beaucoup de pathologies qui sont liées à ça. Ça peut être des cancers, des maladies comme l'Alzheimer, euh, des développements, des carences, des allergies. Donc faire attention à la provenance des ingrédients qu'on va utiliser, c'est de faire qu'ils soient les plus sains possibles et cuisiner au maximum soi-même à la maison. Il y a énormément de solutions qui existent. Nous, on en est une pour proposer des aliments sains quotidiennement. Moi, je sais que parfois j'utilise des solutions comme HelloFresh où on reçoit les produits à la maison et on peut cuisiner. Ça permet quand on n'a pas le temps, au lieu d'acheter des fast-food, au moins on a tout directement euh, à portée de main et on peut cuisiner directement quand on arrive à la maison. La cuisine, ouais. Oui, Revenir à des choses simples. exactement. Cuisiner, je pense que ça fait la différence et puis on passe des bons moments. Donc euh, écouter des podcasts pendant que vous cuisinez. Moi, c'est ce que je fais. Je mets un podcast et puis je cuisine. Donc on n'a pas l'impression de perdre son temps. On prend plaisir et puis on, on se fait du bien. C'est quoi tes podcasts favoris? Alors j'en écoute, ça change en fonction des moments. Aujourd'hui, celui que j'ai beaucoup écouté, c'est Lucky Day, un podcast sur l'entrepreneuriat, mais il est assez diversifié. Ils vont faire intervenir pas mal de profils d'entrepreneurs. Donc ça peut être des restaurateurs, ça peut être des personnes qui sont dans la food, dans la tech. Donc ça va vraiment partout. Ça peut être quelqu'un qui gère une boîte de nuit. Donc on voit vraiment euh, euh, c'est un éventail. On a vraiment un éventail de profils d'entrepreneurs avec des difficultés qui sont parfois similaires et parfois totalement contraires à ce qu'on Mmh. aurait pu imaginer. Un autre podcast que j'aime bien, je crois que c'est un des podcasts très écoutés, donc Génération Do It Yourself De Mathieu Stéphanie, oui. de Mathieu Stéphanie. Donc ça, j'aime. Il a toujours des intervenants très souvent qui m'ont bluffé. Donc Oui. j'écoute pas tout parce que c'est assez long. Mais voilà, quand je cuisine, parfois je mets ça et j'écoute une partie 30, 40 minutes. Mmh. J'aime beaucoup celui-ci. Et il y en a d'autres. Startup GP, ça c'est un, un podcast américain. Donc aussi, il faut intervenir des entrepreneurs assez diversifiés. Et celui-ci aussi, je l'aime bien.
Bah écoute, merci beaucoup. On arrive au bout de cette discussion, Collins. C'était super intéressant, puis c'est super vraiment inspirant de voir qu'on peut révolutionner, disrupter un secteur aussi traditionnel que le pain, y compris en boulangerie artisanale, avec un axe santé, avec un axe durabilité, agriculture biologique, avec j'ai l'impression plein d'idées dans votre chapeau. Puis même d'aller un peu à la frontière avec le complément alimentaire dans les nouvelles gammes à venir. Là, ça donne beaucoup d'idées et je pense que ça va être un joli succès. Enfin, en tout cas, vous expérimentez plein de belles choses. Donc, merci beaucoup pour cet échange. Merci mille fois pour ton temps et pour avoir partagé avec nos auditrices et nos auditeurs à la fois ta vision du monde du food, de la nutrition et puis ton expérience de l'entrepreneuriat. C'est toute la finalité et la raison d'être du podcast Culture Nutrition, de donner la parole aux entrepreneurs de la nutrition. Merci beaucoup à toi, Collins. Merci Grégory, merci de m'avoir invité sur le podcast. J'ai passé un très bon moment, un très bon hôte, donc les questions étaient pertinentes, je me suis senti comme une discussion qu'on peut avoir autour d'un café. Donc j'ai beaucoup apprécié ce moment et moi je te remercie à nouveau pour l'invitation. Eh ben merci à toi, merci à tous celles et ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. D'ailleurs, si l'épisode vous a plu, vous pouvez le partager et mettre 5 étoiles, notamment sur les plateformes comme Apple Podcast, mais également toutes les plateformes de streaming, Deezer, Spotify et les autres. N'hésitez pas à faire connaître le podcast autour de vous, dans l'univers de l'entrepreneuriat, dans l'univers du food, de la nutrition, enfin voilà, tous les gens qui s'intéressent à nos sujets. N'hésitez pas à nous suivre et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Culture Nutrition. Au revoir.